Bonjour tout le monde. Ici on va voir les intégrales de surface de fonctions scalaires, c'est-à-dire arrivant dans R, et de fonctions vectorielles, c'est-à-dire arrivant dans R2 ou R3. Mais avant d'entamer ce paragraphe, je vous recommande vivement de visualiser les vidéos, celles sur l'orientation d'une surface régulière et de son bord, et la vidéo sur la paramétrisation, orientation de surfaces usuelles et de leurs bords. Bien, alors si on considère une surface S, dont la paramétrisation c'est sigma. Donc sigma allant de D bar dans R3, D étant un domaine de R2. Et sigma à UV associe sigma de UV qui est dans R3. Donc c'est le triplet sigma 1, sigma 2, sigma 3. Alors on oriente la surface. On suppose que dans ce paragraphe que toutes les surfaces sont régulières, orientables. On oriente donc la surface S par l'un des deux vecteurs normaux. Je rappelle qu'on peut orienter soit par un vecteur normal n, soit par son opposé. Alors, on va donner la définition de l'intégrale de surface d'une fonction scalaire. Donc, si on a une fonction qui arrive dans R et continue sur S, donc f elle va de S dans R. Elle est continue sur S. Alors l'intégrale de surface de f sur S, qui est notée avec une double intégrale comme ceci, sur S, petit f, petit ds. On la définit comme étant égale à l'intégrale double de f de sigma de UV dA. F de sigma de UV. Il arrive dans R, F arrive dans R, donc c'est un réel là. Et dA, c'est l'élément de surface. Alors, donc dA, c'est l'élément de surface. Et on sait que dA, c'est égal à la norme de sigma U, vectoriel sigma V1. Sigma U ici, je rappelle, c'est la dérivée partielle de sigma par rapport à U. Et là, c'est la dérivée partielle de sigma par rapport à V. Et je rappelle aussi que sigma U, vectoriel sigma V, c'est un vecteur normal à la surface S. Et donc, notre définition devient, c'est l'intégrale double sur D, f sigma de UV, norme de sigma U, vectoriel sigma V, du dV. Donc, alors, ici, d'abord, pour cette définition, la définition elle est indépendante de la paramétrisation choisie pour la surface. Autre chose, là, ici, si on prend sigma U vectoriel sigma V, ou qu'on prenne sigma V vectoriel sigma U, c'est-à-dire le vecteur normal opposé à celui-là, la norme est la même. Donc, la définition de l'intégrale de surface d'une fonction à valeur dans R, elle ne dépend pas de l'orientation de S. D'accord? Maintenant, si on a S, une réunion de surface régulière, orientable, l'intégrale sur S, c'est la somme des intégrales. Bon, alors ici, cette intégrale de surface, elle nous permet de calculer l'aire d'une surface dans l'espace. Donc, dans le cas où f égale à 1, l'aire de S, c'est bien sûr l'intégrale double sur S de 1 ds. Et donc, par la définition de l'intégrale de surface, c'est l'intégrale sur D de dA.
dA, l'élément de surface. Ici, le F, il est égal à 1. Et dA, c'est quoi? C'est la norme de sigma U vectoriel sigma V du dV. Donc voilà une formule qui nous permet de calculer l'aire de S si on connaît sa paramétrisation. Il faut faire attention, ici c'est l'intégrale double de la norme du vecteur normal, sigma U vectoriel sigma V, hein, du dV, ce n'est pas l'intégrale du dV. Et là, c'est des intégrales doubles qu'on sait calculer. Pour la notation, pour des surfaces fermées, bon, ici, hein, on note avec un rond, ici. On met un rond. Quand on voit un rond, ça veut dire que la surface est fermée. Alors maintenant, on va écrire cette définition dans le cas où S est le graphe de fonction. Quand c'est la paramétrisation est donnée par les coordonnées cartésiennes. Donc, si S est paramétrisé par Z égale à G de XY, mais tel que S se projette point par point sur une surface SXY du plan XY, alors l'intégrale de surface de F sur S, elle devient ceci. Donc c'est F de XYZ, Z c'est G de XYZ, et ce terme-là. Mais ce terme-là, il vient de quoi? Hein, c'est le graphe d'une fonction. Donc dans la vidéo sur les surfaces, il y a l'exemple des surfaces usuelles, il y a l'exemple de graphe d'une fonction. Donc un vecteur normal sigma x vectoriel sigma y égale moins la dérivée de g par rapport à x, la dérivée de g par rapport à y moins. Et 1, la dérivée de g par rapport à x, c'est dz sur dx, et là, dérivée de g par rapport à y, c'est dz sur dy. Et la norme, c'est la racine carrée du carré de ça, plus carré de ça, plus carré de ça. Donc ça nous fait bien 1, dz sur dx au carré, plus dz sur dy au carré dxy. Donc ce qui nous donne là une définition de l'intégrale de surface dans le cas où on veut travailler avec les coordonnées cartésiennes. Ok? Donc ici, mais là la condition est de xy là, c'est la projection point par point. C'est-à-dire, par exemple, si on a une demi-sphère, là, il va se projeter, chaque point de S, il va se projeter sur le disque qui est dans l'axe XY, de façon unique. Et chaque point du disque, c'est la projection d'un seul point. Mais par contre, si on prend la sphère, bon, la demi-sphère supérieure, elle se projette sur le disque qui est dans X ou Y, mais la demi-sphère inférieure aussi. C'est-à-dire, il y a des points dans le disque qui sont les projections de deux points de la surface. Donc ça, ce n'est pas une projection point par point. Si on veut calculer avec les coordonnées cartésiennes, on doit prendre, ça va être la somme de l'intégrale de surface sur la sphère supérieure plus l'intégrale de surface sur la demi-sphère inférieure. Bien, c'est pareil, si on a le x en fonction de yz. Donc là aussi, si on peut projeter point par point sur le plan yz. Donc, on a le même genre de définition. Donc, f de xyz
Oh, ici, c'est YZ, hein, G de YZ. Et là, donc, DG sur DY, c'est DX sur DY, DX sur DZ. Pareil, si on a Y égale à G de XZ, donc là aussi, la condition, il faut que ça soit projetable point par point. Chaque point de la surface, un seul point sur la projection, sur le plan. Chaque point de la projection sur le plan, c'est-à-dire S, X, Z, il est la projection d'un seul point de la surface, pas de 2 ou de 3. Bien, alors maintenant, on va passer aux exemples. Donc, on va prendre la sphère x carré plus y carré plus z carré égale à 4. Ça, c'est quoi? C'est l'équation d'une sphère de centre O, hein, de coordonnées 0, 0, 0, et de rayons, là c'est 2 au carré, de rayons 2. Et ici, on demande de calculer l'aire de la sphère en utilisant donc le résultat avec les intégrales de surface. Hein. Sinon, on connaît bien l'aire de S, c'est comme une petite vérification. Et puis, comme deuxième exemple, on va calculer l'intégrale de surface de la fonction scalaire qui a x, y, z associe z carré. Bien. Alors, maintenant, donc pour calculer l'aire, on a dit, c'est quoi l'aire? C'est l'intégrale sur S de la fonction scalaire 1 des petites s. Donc déjà, on doit avoir une paramétrisation de la surface. Bien sûr, il y a cette paramétrisation avec les coordonnées cartésiennes. On pourrait écrire ça, c'est z égale 4 moins x carré moins y carré, z carré. Hein, donc z, ça sera plus ou moins la racine. Mais c'est compliqué avec les coordonnées cartésiennes ici. D'ailleurs, à chaque fois qu'on voit sphère boule, on pense à quoi? On pense aux coordonnées sphériques. Donc, on va écrire les coordonnées sphériques. Alors, donc les coordonnées sphériques, hein, x égale 2 cos θ, 2 c'est le rayon de la sphère, 2 cos θ sin phi, 2 sin θ sin phi, 2 cos phi, hein, θ c'est l'angle horizontal et phi c'est l'angle vertical. Donc θ, elle fait un tour, elle varie de 0 à 2 pi, et phi, elle varie de 0 à pi. Voilà une paramétrisation de cette sphère. Maintenant, le calcul de la norme du vecteur normal. Donc, sigma θ vectoriel sigma phi, c'est égal à 4 sinus phi. C'est grand R carré sinus phi. Hein. C'est sur toujours la vidéo sur les surfaces usuelles. Et dA, c'est quoi? dA, c'est la norme du produit vectoriel, c'est-à-dire du vecteur normal, dθ dφ. Et c'est quoi? C'est R carré, grand R carré, hein, sinus phi dθ dφ. Et là encore, j'attire votre attention, hein, le phi ici, hein, qui apparaît dans dA, le phi c'est le vertical. Hein, parce que, bon, dans d'autres ouvrages, on peut trouver la notation inversée, c'est-à-dire qu'ils appellent phi l'horizontal et θ le vertical. Donc, il faut faire attention ici, c'est le vertical, celui qui varie entre 0 et pi.
Bien, alors maintenant, donc, pour calculer l'air, donc on applique la formule, c'est l'intégrale de surface de la fonction 1, fonction scalaire constante 1, et donc c'est l'intégrale sur D, hein, D, je rappelle que D ici, c'est 0,2 pi croix 0 pi, et donc c'est l'intégrale sur D dA, et dA c'est quoi? C'est 4, la norme du vecteur normal dθ dφ, c'est-à-dire c'est 4 sinus phi dθ dφ. Voilà, donc ça c'est la première étape, c'est appliquer la définition correctement. Maintenant on passe à la deuxième étape qui est quoi? Qui est juste le calcul de cette intégrale double. Donc ici on a une intégrale à calculer, assez simple. On a phi et θ sont des variables séparables, qui est indépendante. Donc on va séparer les intégrales. Donc ça va faire l'intégrale en phi et puis fois l'intégrale en θ. Le phi il varie de 0 à pi et le θ il varie de 0 à 2 pi. Donc c'est dθ et celle de phi. Bon, une primitive de 1 c'est θ, donc cette intégrale elle est égale à 2 pi. Et celle-là, une primitive de sinus, c'est moins cosinus entre 0 et pi. Donc ça fait 4 fois 2 pi moins cosinus phi entre 0 et pi. Et c'est quoi cosinus pi? Cosinus pi est égal à moins 1. Et cosinus 0, c'est quoi? C'est 1. Donc, qu'est-ce que ça fait? Donc là, ça fait moins 1. Ça fait moins 1, moins 1. Donc, ça fait plus 2. Donc, et 2 fois ça, ça fait CSP. Donc, c'est bien de la forme 4πr carré. On sait que la surface d'une sphère, son aire, c'est 4 fois pi fois le rayon au carré. De la même façon, on va définir l'intégrale de surface d'une fonction vectorielle. Arrivant donc dans R2 ou dans R3. Donc si on a f de x, y, z, arrivant dans R3, un champ de vecteurs continue sur S, donc bas, f va de S dans R3, et la surface S orientée par un choix de vecteur normal unitaire. Donc, soit dans un sens, soit le moins n, le vecteur normal opposé. Alors, l'intégrale de surface de grand F sur S est notée. Il y a plusieurs notations pour cette intégrale. Un double intégrale S de la fonction scalaire f scalaire n, où n c'est le vecteur normal unitaire, selon laquelle on est en train de calculer l'intégrale de surface, ou tout simplement l'intégrale sur SF ds, s'il n'y a pas de confusion concernant l'orientation. Ou encore, on peut la noter comme ceci, f de x, y, z, pour montrer quels sont les noms des variables qu'on utilise. Donc, c'est l'intégrale de surface de la fonction scalaire fn sur S, telle qu'on vient de la définir sur l'intégrale de surface de fonction scalaire. Alors, donc, on définit cette intégrale comme ceci.
Donc c'est l'intégrale de surface de la fonction scalaire Fn de S. Et donc, c'est égal l'intégrale double sur D de F sigma de UV, scalaire N, qui dépend de UV aussi, dA. dA, c'est l'élément de surface. Alors, donc on a ici l'intégrale de surface de la fonction vectorielle. F, c'est l'intégrale de surface de la fonction scalaire associée F scalaire N. N étant le vecteur unitaire normal choisi. Et c'est égal donc à F de sigma de UV scalaire N, qui dépend de UV, dA, l'élément de surface. Lorsqu'on ne précise pas l'orientation, eh bien, ça veut dire qu'on prend l'orientation qui est donnée par la paramétrisation qu'on avait choisie, sigma. C'est-à-dire qu'on prend l'intégrale dans le sens du vecteur normal, sigma u, vectoriel, sigma v. La dérivée partielle de sigma par rapport à u, vectorielle, la dérivée partielle de sigma par rapport à v. Donc, alors, on sait que dA, c'est la norme du vecteur normal, du dv. Et n, on a dit, c'est le vecteur normal unitaire. Donc, c'est le vecteur normal divisé par sa norme. Donc, de norme unité. Alors, on va remplacer, donc, dans cette définition-là. Donc, ça va nous faire l'intégrale de f de sigma uv scalaire n, et n, c'est sigma u sur norme de sigma v, multiplié par dA qui est norme de sigma u, vectoriel sigma v. Donc, ça va simplifier avec cette norme. Il va rester que le vecteur sigma u, vectoriel sigma v, du dv. Donc, voilà, donc à retenir. L'intégrale de surface de grand F selon la direction sigma u vectoriel sigma v, ou si l'orientation n'est pas précisée, donc c'est ce qu'on prend, sigma u vectoriel sigma v, elle est égale à l'intégrale double sur d de f de sigma u v scalaire sigma u vectoriel sigma v. Donc il est un peu déroutant cette définition. Donc ici, c'est la dérivée, c'est l'intégrale surface de la fonction scalaire f, scalaire n, mais le n ici, ce n'est pas le vecteur normal sigma u, c'est le vecteur normal unitaire. D'accord? Donc il y a égalité entre ces deux expressions. Donc à retenir celle-là. Et bien sûr, si on a, ça se peut qu'on ait par exemple que des paramétrisations par des coordonnées cartésiennes. Et donc, par exemple, là, on aura besoin de se servir de cette forme-là, c'est-à-dire l'intégrale double de la fonction scalaire Fn. Et dans ce cas-là, donc on va utiliser les résultats qu'on avait pour l'intégrale de surface d'une fonction scalaire. Si vous vous rappelez le cas où c'est le graphe d'une fonction, par exemple z égale g de xy, etc. Donc là, on peut utiliser ces formules dans ce cas-là. Bien, alors, maintenant, on a pris une paramétrisation. On sait qu'il n'y a pas, la paramétrisation n'est pas unique, mais cette définition, elle ne dépend pas de la paramétrisation choisie de la surface S. Bon, alors, autre chose. Bon, ici, on a défini selon le vecteur, la direction de ce vecteur normal, sigma U, sigma V, qui est associé à la paramétrisation sigma.
Mais si on nous demande dans le sens contraire, l'autre vecteur normal, ça va être sigma v vectoriel sigma u, qui est égal à moins sigma u vectoriel sigma v. Et dans ce cas-là, l'intégrale surface selon l'autre vecteur normal, ça va être l'opposé de celle-là. Voilà, donc ça dépend bien de l'orientation de S. Bien, alors maintenant, donc, pour les applications physiques, cette intégrale de surface d'une fonction vectorielle, elle peut désigner le flux de f à travers la surface S. C'est-à-dire, si f, par exemple, est le champ de vitesse d'un fluide, le flux, c'est la quantité nette du fluide qui passe à travers la surface par unité de temps. Elle dépend de la direction de la vitesse. D'accord? Elle dépend de la direction de la vitesse. Et donc, dans ce cas-là, il faut préciser c'est quoi, qu'est-ce qu'on est en train de chercher. Est-ce que c'est le flux rentrant ou bien est-ce que c'est le flux sortant, selon quel normal. Bien. Alors, maintenant, si on a une réunion de surface, alors l'intégrale sur S, c'est la somme de l'intégrale de F sur les SI. Et là, ça, on a déjà parlé. Hein. Si on est bloqué par la définition avec sigma U de l'intégrale de surface avec sigma U, sigma V, on n'a qu'à revenir à la définition de l'intégrale de surface d'une fonction scalaire, hein, à savoir la fonction scalaire qu'on prend, c'est f scalaire n, où n est le vecteur unitaire normal. Bien, maintenant on va passer aux exemples. Donc on va considérer cette fonction qui a x, y, z associe le triplet x, y, z de R3 dans R3. Définie sur S, notre surface, c'est l'ensemble des x, y, z, tel que x carré plus y carré égale 4, et z compris entre 0 et 2. Alors, c'est quoi cette surface? Donc, on voit ici, x carré plus y carré égale 2 au carré, c'est-à-dire des cercles de rayon 2, mais le z, il varie de 0 à 2. Donc ici, c'est un ensemble de cercles, z variant de 0 à 2. Donc c'est la surface latérale d'un cylindre de hauteur 2 et de rayon 2. Donc on demande ici de calculer le flux qui passe par cette surface-là, c'est-à-dire la surface latérale du cylindre, et qui s'éloigne de l'origine. Donc là, on nous donne l'orientation, c'est la normale sortante. Il s'éloigne de l'origine. Bien. Alors maintenant, donc on a la surface du cylindre. Donc on va calculer le flux, et le flux, comme on vient de voir, de F selon n, selon la normale sortante, c'est noté comme ceci, l'intégrale de surface sur S, F, n, des petits s, avec n, le vecteur normal unitaire sortant, qui s'éloigne de l'origine, qui pointe vers l'extérieur. D'accord? Alors, donc, on va passer par la définition, comme on a dit, soit pour celle de fonction scalaire, soit celle qu'on a donnée pour une fonction vectorielle, à savoir l'intégrale double sur d de f sigma uv, sigma u
scalaire sigma V du dV. Avec le sigma U scalaire sigma V, la normale sortante. Bien, alors maintenant, pour commencer le travail, on doit commencer par avoir une paramétrisation de la surface S. Bien sûr, on a déjà une paramétrisation avec les coordonnées cartésiennes. X, Y, Z, coordonnées cartésiennes. Mais là encore, dès qu'on voit un cylindre, c'est quoi la paramétrisation la plus simple à utiliser? On doit penser aux coordonnées cylindriques. Donc les coordonnées cylindriques sont données par donc x égale 2 cos θ, y égale 2 sin θ, z. 2 cos θ, c'est des cercles de cercle 2, avec des cercles de rayon 2, pardon, et le θ, il varie donc de 0 à 2π, et le z, il varie de 0 à 2. Donc d ici, ça va être 0,2 π croix 0,2. D'accord, coordonnées cylindriques. Donc, vous pouvez revoir la vidéo sur les surfaces usuelles. Bien. Alors maintenant, donc le sigma θ scalaire sigma z, plutôt vectoriel sigma z, vecteur normal. Il est donné par r cos θ, r sin θ 0. Revoir la vidéo sur les surfaces usuelles. Pour ne pas avoir... De toute façon, c'est des formules qu'il faut connaître. Hein, pour le cylindre, pour la sphère, pour le cône. Pour ne pas avoir à les calculer à chaque fois. Donc, r cos θ, r sin θ 0. Donc, sa norme, ça va être la racine carrée de 4 cos carré θ plus 4 sin carré θ plus 0 e carré, ce qui fait que c'est la racine de 4 facteurs de cos carré plus sin carré qui est égal à 1, et donc c'est 2. Donc la racine de 4, c'est 2. Bien, alors, et d1, c'est la norme, cette norme-là, fois dθ dz, c'est-à-dire c'est r dθ dz. Le n, c'est quoi? Le n ici, qui est donné dans la définition, c'est le vecteur normal unitaire. Donc, pour cette paramétrisation coordonnée cylindrique, bon, ça va être donc ce vecteur divisé par sa norme. Hein, pour qu'il soit unitaire. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à cos θ sin θ 0. On a besoin de quoi encore? Donc ici, d'abord, cette normale, il faut, donc on sait que c'est la normale extérieure à S. Hein? Là aussi, il faut revoir donc les rappels sur le cylindre dans la vidéo surface usuelle. Donc on a directement la normale unité extérieure. C'est ce qu'on nous demande, hein, le flux à travers la normale sortante. Bien, alors, donc, on a tout maintenant pour calculer, pour remplacer. Donc, on a l'intégrale de f, la fonction vectorielle f, selon ce vecteur normal, c'est égal à, on peut l'écrire comme ceci, on peut l'écrire donc, et donc, on se ramène à la définition qu'on avait encadrée. Donc, c'est f de sigma θ z, sigma θ vectoriel sigma z. D'accord? Scalaire, oui, vectoriel sigma z. Là, il faut faire attention. Hein? Ça, c'est une notation.
faites la notation. Notation, mais c'est aussi égal. Mais là, c'est le dA. Le dA, ce n'est pas des θ dz. Donc, à ne pas confondre. Là, Fn, le n, c'est le vecteur normal unitaire. Et là, c'est le vecteur normal tout court. Parce que ça, hein, on a déjà vu, hein, n, c'est ça divisé par sa norme. Et dA, c'est la norme de vecteur normal fois dθ dz. D'accord? Donc, voilà, on arrive à la définition qu'on avait encadrée. Et maintenant, on n'a plus qu'à remplacer. On sait que f de x, y, z, c'est x, y, z, hein, c'est donné dans les hypothèses. Donc, on va remplacer x par sa valeur en θz, y par sa valeur en θz, et z, c'est z. Et puis, sigma θ scalaire sigma z aussi, on l'avait calculé avant. Hein, donc, on l'avait avant. Donc, on va remplacer. Et donc, ça va nous faire... Donc, x, y, z, scalaire, sigma θ vectoriel sigma z, dθ dz sur d. Et d, c'est 0,2 fois 0,2 pi. Donc, voilà, on a fait la première étape, c'est-à-dire appliquer la définition. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à calculer cette intégrale double. Donc ici, d'abord on calcule. Donc là, c'est le produit scalaire de deux vecteurs. Donc premier fois premier plus deuxième fois deuxième plus troisième fois troisième. Donc ça fait 4 cos carré θ plus 4 sin carré θ plus 0. Là, cos carré plus sin carré, en mettant 4 en facteur, ça nous fait 1. Donc qu'est-ce qui va rester? Que 4. Hein, constante qu'on va sortir. Et on sépare l'intégrale en z et l'intégrale en θ. Z et θ sont indépendantes. Θ variant de 0 à 2 pi et z variant de 0 à 2. Et donc là, ça fait 2. Et là, ça fait 2 pi. Donc, ça fait 16 pi.